Alors bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 280e rencontre Vlil et ce soir on a la chance d'avoir les éditions Liana Levy. Alors Amandine s'excuse, elle ne sera pas là et ce seront Claude Picolin et Emma Porto qui la remplaceront au pied levé et je les remercie infiniment d'avoir honoré leur invitation. Alors Claude est coordinatrice éditoriale déjà depuis quelques années. Elles vont toutes les deux vous en parler. Emma Porto est commerciale à la diffusion librairie et salon en binôme, il me semble, avec Marie Moscoso. J'aimerais que vous nous parliez déjà de vous, de votre parcours et de votre arrivée au sein du catalogue Liana Levy avant évidemment de s'attaquer au gros morceau qui est la maison d'édition Liana Levy. Bonjour à tout le monde. Du coup, moi, c'est Emma. Alors, moi, j'ai commencé mes études dans le livre par un DUT métier du livre à Bordeaux. Et je suis un peu maniaque, hein. J'ai vraiment fait le même parcours pendant 5 ans. Et après, je suis arrivée à Paris en licence professionnelle édition et commerce du livre. Et donc là, j'ai fait 1 an d'alternance chez Liana Levy. Donc, c'est comme ça que j'ai connu l'équipe de la maison d'édition. Et après, j'ai fait un master pendant 2 ans en alternance aussi, toujours dans le commerce du livre. Et j'étais en alternance dans une diffusion. Donc voilà. Et à la sortie de mes études, eh ben, j'ai été embauchée chez Liana Levy. Alors au début, j'étais assistante. Je travaillais avec Elodie Pajot, qui était la responsable commerciale pour ce que je fais aujourd'hui. Et elle est partie il y a 1 an. Et donc, voilà, j'ai pris son poste avec Marie Moscoso, qui m'aide aussi pour les salons. Voilà. Et moi, c'est pas vraiment comme Emma. Je suis arrivée à l'édition un peu plus tard dans mes études. J'ai pas été aussi monomaniaque. Et j'ai fait pareil. Enfin, j'ai fait des études de lettres, d'anglais. Et puis après, je me suis spécialisée en dernière année dans le master de la Sorbonne en édition. Et c'est là que j'ai fait un apprentissage chez Liana et que j'ai été embauchée en fait dans la foulée. Donc, ça fait 3 ans que je travaille dans cette maison en comptant l'année d'apprentissage. On a été embauchés en fait en même temps. Donc, voilà, c'était un petit renouveau aussi dans la maison. Et aujourd'hui, dans la maison, j'occupe le poste de coordinatrice éditoriale. Je m'occupe quand même principalement du domaine français, la gestion des manuscrits notamment, et aussi de la collection Piccolo, donc le passage de nos grands formats en poche. Dont on parlera évidemment tout à l'heure. Euh, Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle évidemment de cette maison d'édition, de cette mythique maison d'édition. Ça fait quand même déjà 40 ans d'édition, quasiment, je crois qu'on était autour de 700 titres à peu près aujourd'hui, peut-être plus même, et une structure toujours indépendante. Créée en 1982, la maison a su traverser toutes les crises et a su rester indépendante, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui avec les groupes qui absorbent la plupart du temps les petites maisons d'édition. Pour le coup, j'aimerais que vous nous parliez de cette historique-là, puisque je pense que vous le connaissez sur le bout des doigts, sur cette historique de la maison et notamment votre lien, votre relation avec Léna Lévy. Oui, donc la maison, elle a été créée en 1982. Elle a toujours été indépendante et donc elle a été créée par Liana Levy, évidemment, comme son nom l'indique. Et Liana, elle est d'origine italienne. En fait, elle est née en Égypte, mais elle a vécu une bonne partie de sa vie d'abord en Italie. Elle est arrivée en France vers ses 16 ans et puis voilà, à Paris, elle a fait Sciences Po, il me semble. Et elle a été journaliste au début, elle a été correspondante pour des journaux italiens. Et puis en 1982, elle a décidé de se lancer dans l'édition. Alors au début, c'était plutôt des livres d'art, des beaux-arts, de l'histoire de l'art, un peu de philosophie, quelques guides de voyage aussi, pas mal, et des titres qui tournaient pas mal autour de la judaïté, etc. Et, enfin, du judaïsme plutôt.
Et, euh, et voilà, c'est plus tard qu'elle s'est mise à la littérature, mais au début, le catalogue, c'était ça. Elle a été seule les premières années. Et puis, pour parler de l'équipe, il y a quelqu'un qui est arrivé il y a un peu plus de 30 ans. Donc, la maison avait 10 ans pour tout ce qui, pour l'accompagner dans tout ce qui est administratif, commercial, diffusion. Au tout début, la maison elle a été diffusée par le Seuil, il me semble. Diffusée et distribuée par le Seuil. Et là, aujourd'hui, on est diffusé et distribué par, en gros, Madrigal, donc plutôt Gallimard. Mais on est toujours indépendant. Et Liana occupe une place assez importante au syndicat national de l'édition. Elle représente en fait tous les éditeurs, tous les petits éditeurs. Elle a cette place depuis assez longtemps et c'est une figure historique aussi du SNE, ce qui lui prend pas mal de temps, mais pour elle, c'est essentiel, quoi. C'est aussi essentiel que de gérer sa maison d'édition. Oui, c'est vrai que bah, on voit pour avoir une telle longévité, c'est vrai elle a un caractère bien à elle et que ça se ressent toujours aujourd'hui, quoi. Il y a des moments où on a envie de lui dire, mais non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et elle me dit toujours, mais moi, si on m'avait dit, si j'avais toujours cru les gens qui m'ont dit que c'était impossible, est-ce que je serais encore là et tout. Je suis là, bon, ok, tout est possible alors. On Donc, s'incline voilà. fortement. Donc voilà, et elle est toujours, voilà, elle a gardé vraiment sa motivation des débuts. Et ce qui est intéressant, c'est que elle est arrivée dans le monde éditorial en n'y connaissant vraiment rien. Et elle a vraiment appris au fur et à mesure, et donc elle a appris à faire aussi à sa manière, quoi. Donc c'est ça qui est assez fort aussi, je pense. Ouais, c'est quelqu'un du coup, assez drôle. Oui, elle est drôle aussi. En tout cas, elle nous fait bien rire. Mais elle a vraiment sa ligne directrice et c'est aussi pour ça voilà, 40 ans après, elle est toujours là, elle est toujours indépendante. Et voilà, quand ça lui tient à cœur, des fois, elle peut nous dire, je sais que tu vas dire non, mais on va le faire quand même. Voilà. Donc, C'est voilà. ce genre de personnage, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on est une petite dizaine dans la maison. On a une partie de l'équipe qui est en interne et on a quelques prestataires extérieurs pour le graphisme, bah, Marie Moscoso pour le commercial. Et on a commencé un peu à travailler avec des éditrices en freelance par-ci par-là. Après, on a aussi des lectrices en externe. Et, et voilà, et c'est vrai qu'il y a un bon mélange maintenant dans la maison entre nos collègues qui sont arrivés il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, et puis nous, Emma, Amandine, moi, qui sommes d'une autre génération, et tout le monde apporte quelque chose, quoi. Donc c'est très intéressant. Et l'équipe est exclusivement féminine. Tout à fait, oui. Exactement. On pense pas toujours à le dire, mais on n'est que des femmes. Sauf le graphiste. Voilà, on est un graphiste. Alors j'aimerais qu'on parle évidemment aussi, alors c'est parfois un gros mot, la ligne éditoriale, mais je trouve quand même que chez Liana Levy, il y en a une véritable, en tout cas quelque chose qui s'ouvre totalement, une littérature qui s'ouvre vers le monde, vers l'extérieur, peu importe le pays. J'aimerais que vous nous parliez de cette ligne éditoriale ou en tout cas de cette intention derrière l'édition que vous prenez. Ouais. Bah, c'est vrai que la première chose qu'on dit de notre catalogue, c'est voilà, comme vous disiez, c'est un catalogue ouvert sur le monde. Et en fait, je pense que ce que Liana aime vraiment dans le roman, c'est quand les petites histoires des gens rencontrent la grande histoire. Il y a vraiment un côté très la relation entre l'individuel et le collectif. Et ça peut être aussi bien bah, la grande histoire. C'est vrai qu'on fait quand même relativement souvent des romans historiques qui se passent dans le passé, mais c'est aussi vrai pour des faits de société très actuels ou alors des histoires du passé qui en disent long aussi sur notre société d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment toujours ce côté-là, mais en même temps, on a aussi à cœur de ne pas tomber dans le roman vraiment à thèse qui veut démontrer quelque chose. Et ce qui est au cœur quand même de ce qu'on recherche en littérature, c'est la dimension romanesque. C'est vraiment l'histoire, c'est la manière de raconter, de faire vibrer le lecteur.
Et c'est toujours très important pour nous qu'il y ait cette ligne-là, cette narration qui nous emmène. Et puis, par ailleurs, bah, voilà, ce côté où il faut que ça dise aussi quand même quelque chose sur le monde et sur l'histoire, quoi. Et après, pour la ligne éditoriale, c'est vrai qu'elle est assez, enfin, on la reconnaît assez bien. Euh, mais enfin, il n'y a pas un texte qui est publié sans que Liana Mm. le lise et le Mm. valide. Donc, ça doit aider beaucoup, Mm. puisqu'en fait, la décision finale de publier et de Mm. valider, c'est Liana Levy qui la prend. Donc, forcément, quand c'est qu'une personne, je pense que c'est plus Mm. facile de garder Oui, c'est vrai. la ligne Mm. éditoriale de base. Après, évidemment, elle lit en français, en anglais, en italien. Mm. Et après, on a aussi une éditrice qui lit en espagnol. Donc, Mm. ça restreint un petit peu le champ déjà ça facilite en tout cas Mm. le travail. Et j'ai lu sur votre site, alors on sent peut-être le caractère de Liana Levy derrière, puisqu'elle dit, par rapport aux manuscrits notamment, puisqu'on parlera juste après des manuscrits, nous ne publions pas de science-fiction, ni de nouvelles, ni romans d'anticipation, ni dystopie revendiquée-t-elle, pas de théâtre, pas de poésie, pas de littérature jeunesse non plus, et nous écartons en général les récits auto-fictionnels, les chroniques familiales et mémoires, ainsi que les projets très expérimentaux. Ça, Voilà. ça pose le cadre. Ça C'est pose un le... peu, voilà, c'est une définition par la négative, on va dire. c'est Mais, ça. mais je vous rassure, ça ne nous empêche pas de recevoir dans les manuscrits plein de science-fiction, d'auto-fiction et tout ça. Mais oui, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est une ligne qui est très subjective, hein, de toute manière. C'est aussi un choix qui est très personnel, que ce soit bah, par nous qui apportons les textes ou Liana qui prend la décision finale. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile de définir exactement ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a cette liste de ce qu'on ne fait pas. Mais voilà, quoi. En tout cas, ce qui est au cœur, c'est vraiment le romanesque, le plaisir de raconter des histoires et de les vivre à travers les pages, quoi. Alors justement, ces manuscrits, de ce que j'ai cru comprendre, vous en recevez évidemment beaucoup, à peu près 2000 par an, de ce que j'ai cru lire. Ça paraît démentiel, vous en publiez entre 20 et 30 grands formats, on va dire, et peut-être une dizaine, quinzaine de poches de Piccolo. Ça fait peu d'élus, étant donné que certains auteurs sont déjà présents dans le catalogue, donc les nouveaux auteurs sont évidemment encore moins présents dans le catalogue par rapport à cette norme-là. Et comment vous gérez tous ces manuscrits-là? Qu'est-ce qui agite votre esprit, votre esprit littéraire à chacune? Est-ce que vous passez les manuscrits à toutes? Est-ce que tout le monde passe par là pour aussi donner son avis? Est-ce que vous votez à main levée? Comment vous jaugez cette gestion des manuscrits? Alors, du coup, pour les manuscrits, c'est vrai que c'est toute une organisation parce qu'on en reçoit énormément pour une équipe relativement réduite. Donc déjà, depuis quelques années, on a complètement arrêté de prendre des manuscrits par voie postale en papier, quoi. Donc on a juste une adresse mail qu'on utilise exclusivement pour ça, quoi. Et en fait, moi, je fais tout le tri initial, c'est-à-dire que je gère cette boîte-là et je trie Pour vous donner une idée, on reçoit entre 5 et 15 manuscrits par jour à peu près. Et donc l'idée, c'est d'essayer de garder le rythme, de regarder un peu chaque jour ce qui arrive, de mettre de côté ce qui serait à lire, de mettre de côté ce qui serait pas à lire, de ce qui correspond pas du tout de prime abord, quoi. Et, euh, et ensuite, bon, évidemment, faire ça toute seule, souvent j'ai du retard. Voilà, j'essaie de rattraper quand je peux. Et en gros, moi, je fais vraiment le premier coup d'œil. Quand j'ai du temps, j'essaie de lire au maximum, mais sinon, je les confie en fait on a deux lectrices en externe en qui on a toute confiance. Et ça, c'est assez difficile aussi de trouver des gens qui connaissent vraiment bien le catalogue, qui comprennent ce qu'on cherche et ce que Liana pourrait aimer aussi. Et voilà, parce qu'il y a aussi ce truc où il faut un peu se mettre dans la tête de Liana euh, pour, euh, pour voir, pour voir ce qui lui plairait, parce que voilà, encore une fois, c'est elle qui est décisionnaire finale.
Et donc parfois, quand je lui parle d'un texte et que ça la titille, elle va me demander tout de suite de l'imprimer, de le regarder le plus vite possible. Et en général, elle se fait une opinion assez rapidement. Enfin, elle est assez tranchée, quoi. Donc ça, au moins, c'est pratique. Mais voilà, en gros, on fonctionne. C'est pas du tout toute l'équipe qui est en comité de lecture, on va dire. Enfin, je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est un comité de lecture. C'est assez informel, en fait. C'est un peu au jour le jour, quoi. Si vraiment, là, je vois qu'il y a un texte intéressant, j'en parle à une lectrice, j'en parle à Liana, on en discute, on essaie de s'organiser pour lire assez rapidement. Et voilà. Et donc là, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'élus, quoi. C'est très sélectif. Parfois, c'est frustrant parce qu'il manque pas grand-chose ou que moi, j'y crois un peu, Liana pas trop. Du coup, bon, bah, voilà, il y a des petites déceptions parfois. Mais quand tout s'aligne et que on trouve à la fois un texte qui est super et un auteur aussi avec qui ça colle bien, parce que c'est aussi, enfin, en vrai, ça rentre dans la décision. Le premier contact, comment on sent la relation, c'est hyper important aussi, quoi. Parce que après, je sais que déjà, on va avoir le travail éditorial et puis après, je sais que on va être amené à travailler avec ces auteurs, enfin, on l'espère, pendant des années. Emma elle va passer du temps avec eux en librairie, sur des salons. Donc, le but, c'est aussi de trouver des gens avec qui on s'entend bien, quoi. Il y a un facteur humain qui est pas négligeable. Et Oui, je dirais que globalement, là, on a quoi, deux, trois maximum nouveaux auteurs français dans le catalogue par an. Ouais. Là, on en a un en janvier, on en a eu un en août, Mm. un en janvier dernier. Donc voilà, c'est assez. Ouais. Et ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu là, il y a eu un moment où on a eu plus de, je sais pas, de chance, de rencontres fertiles. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin moi quand je suis arrivée, j'étais un peu désespérée. Je me disais, mais on a vraiment passé 1 an et demi quasiment sans rien trouver à chaque fois, ça marchait pas. Donc voilà, il faut être très patient. Et justement, par rapport à la relation avec l'auteur, ça c'est intéressant aussi. Est-ce que lorsqu'un auteur, par exemple, dès le début, en vous envoyant son manuscrit, refuse et réfute toute correction ou en tout cas tout ajout ou modification dans son texte, est-ce que ça joue aussi quand on est éditrice? Oui, complètement. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, bah, la plupart des auteurs avec qui nous on travaille sont justement à la recherche d'une relation pour passer encore une étape, on va dire, par rapport au travail qu'on peut faire tout seul. Et c'est vrai que si on est face à quelqu'un qui a l'impression d'avoir déjà tout compris, tout réussi, c'est quand même, enfin, je pense que c'est jamais arrivé hein, qu'on publie un manuscrit tel quel, comme il a été envoyé dans sa première version. Ce qui est Donc, plutôt rare aujourd'hui en 2023 dans l'édition française, hein, ah oui, je pense que. faut le préciser. Et non, non, il y a vraiment. Enfin, on prend le temps qu'il faut, quoi, hein, et ça peut durer des mois de reprendre le manuscrit. Et voilà, après, on sent tout de suite comment sont les gens, mais c'est clair que si quelqu'un arrive en disant qu'il n'y a rien à faire, aucun travail, c'est clairement pas trop envisageable pour nous de travailler comme ça, quoi. Oui, souvent, enfin, en tout cas pour les deux derniers auteurs qui sont arrivés au catalogue, euh, enfin, c'est une des premières choses qu'ils disent en fait en rencontre en librairie, c'est que pour eux, être publié, c'est une consécration, mais c'est aussi de, hyper intéressant pour eux de transmettre un texte sur lequel ils ont travaillé pendant des mois et d'être corrigé par des professionnels et puis de pouvoir en discuter, d'ajuster des choses dans l'histoire et que en fait c'était aussi une des meilleures parties parce que ils sont plus seuls face au texte et des fois ils disent au bout d'1 an où on travaille sur son texte comme ça sans relâche, on voit plus vraiment ce qu'on pourrait améliorer ou non. Et donc, c'est pour ça aussi que, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait, que c'était aussi ça qui était intéressant.
Alors, on l'a pas dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi là pour la rentrée littéraire 2024. Et on a fait le choix avec Claude et Emma de parsemer la rencontre des 4 romans qui sont derrière moi, à droite, à gauche, de parsemer la rencontre de chacun d'eux pour éviter que vous soyez noyés sous les propositions et que vous ayez mal à la main à force d'écrire les futurs achats que vous allez faire. Donc on va commencer par le premier. Alors vous choisissez Claude et Emma. Je pense que vous allez commencer peut-être par Pablo Meller, mais en tout cas les 2 ouvrages de janvier qui vont sortir là dans quelques jours, hein, le 4 janvier pour les deux. Que ce soit l'ouvrage de Pablo Meller ou l'ouvrage d'Estelle Sarabul. C'est à vous. Et on reviendra ensuite sur les coulisses de la maison au gré de la rencontre. Bon, mais je vais commencer par Estelle Sarah quand même, parce que je pense que, voilà. Bon, c'est à l'envers du coup, mais bon. Euh, dans la caméra. Bon. Euh, Parce que je trouve ça pas mal de commencer par elle, parce qu'elle est dans la maison depuis plusieurs années maintenant. C'est son troisième, voilà. C'est son troisième roman chez nous. Et donc son premier roman, c'était Là où les chiens aboient par la queue, qui avait eu énormément de succès. Je pense que c'est ce qui l'a fait vraiment connaître. Ensuite, elle a publié un roman un peu différent qui se passait pas en Guadeloupe, mais au Brésil dans les années 50. Et là, elle revient en Guadeloupe, donc plus dans la veine de son premier roman. Et ça se passe dans les années 70. Et en fait, c'est même l'année 76, pour être très exact, qui est une année très spéciale en Guadeloupe. Même si c'est pas, enfin moi en tout cas, je le savais pas forcément avant de lire son roman, mais en fait, il y a eu une énorme alerte d'éruption de la soufrière cet été-là, où en fait le volcan, qui est du coup situé dans la partie basse de l'île, a commencé à fumer de partout. Il y a eu quelques tremblements de terre. Et en fait, personne ne savait trop si le volcan allait ou non rentrer en éruption. Et donc, elle a choisi de placer son roman pile à ce moment-là, qui est un peu un moment charnière et d'incertitude, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population. Et en fait, on est plongé dans 2 familles. Une famille qui habite en basse terre, donc c'est-à-dire à côté du volcan, et une famille qui habite en grande terre, donc c'est la partie, enfin l'île qui est le plus au nord et qui était à l'abri de l'éruption. Et donc, ces 2 familles qui se seraient pas forcément croisées en temps normal, par le jeu, voilà, des mouvements de population, de la peur, vont se croiser. Et donc, Estelle Sarah explore un peu toutes les pistes de leur relation. Et c'est vrai que ce qui est assez aussi ressemblant avec son premier roman, c'est qu'elle s'est beaucoup inspirée de son histoire familiale, parce qu'elle-même, donc elle n'est pas née en Guadeloupe, mais elle est née en région parisienne d'un père guadeloupéen. Et en fait, 1976, c'est aussi l'année où son père et sa mère ont rendu visite à leur famille. Et en fait, son père, Estée Sarah, ça faisait 17 ans qu'il n'était pas venu. En fait, depuis qu'il était parti, il n'était jamais revenu. C'était la première fois qu'il pouvait revenir. Et ils se sont retrouvés dans cette atmosphère de fin du monde, quoi, parce que c'est vraiment ça. Et donc, elle s'est vraiment inspirée de cette histoire familiale-là aussi pour écrire, et évidemment en créant, enfin, en fictionnalisant le tout. Donc c'est vraiment un roman qui a une atmosphère très particulière. On est, comme je vous le disais, un peu dans une espèce d'ambiance apocalyptique, où tout d'un coup, plus personne sait s'il peut rester chez lui, s'il va devoir tout lâcher du jour au lendemain. Et c'est vraiment un roman qui tient chaud, quoi. C'est parfait pour l'hiver, j'ai envie de dire, parce que ça se passe en plein cœur d'un été brûlant, sur les pentes du volcan, et on sent toute l'urgence de la situation, et donc aussi toutes les relations et tout ce que ça dit sur les familles dans ces moments de crise, quoi. Voilà. Oui, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais c'est vraiment, bon, Estelle Sarah, vous l'avez sans doute connue avec son premier roman. Moi, j'ai trouvé que son deuxième, Les étoiles les plus filantes, était vraiment fabuleux. Enfin, c'était un portrait du Brésil incroyable. Et celui-ci est beaucoup plus court que le précédent. Il fait environ 200 pages, mais en fait, on ne lâche pas, on a vraiment envie de connaître la suite. Et puis, Estelle Sarah, elle a distillé quelque chose d'un peu magique dans les pages de ce roman qui fait que
on s'attache vraiment au personnage. Enfin, c'est vraiment, selon moi, c'est un des romans de la rentrée à lire. Mais Oui, ça, à ne ce pas n'est que mon rater. avis. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu réalisme magique qu'on retrouve dans ce roman par touche et qui est très très bien maîtrisé. Et puis, évidemment, la langue d'Estelle Sarah, Mm. Ouais. un peu teintée de créole avec vraiment beaucoup Mm. d'inventivité. C'est voilà. Et elle a vraiment voulu travailler justement, elle voulait faire quelque chose d'assez condensé. Donc là, c'est vrai que quand on en parle comme ça, on se rend compte qu'il y a énormément de choses dans ce roman, mais qui tiennent vraiment, bah, comme tu disais, Mm. Emma, en 200 pages, quoi. C'est assez fort. Parfait. Je pense que déjà, on lance les débats et on parlera tout à l'heure donc de Pablo Meller. Ça, c'est un premier roman et ce sera tout à l'heure. Il sort à la même date, le 4 janvier aussi. Et justement, j'aimerais qu'on parle de cette littérature étrangère, de la faire exister aujourd'hui en 2023. On sait que pendant des années, la littérature étrangère a pas forcément été visible. Elle est parfois quasiment invisible en librairie, ça arrive. Comment on la fait exister aujourd'hui en 2023? Est-ce que il y a certaines, entre guillemets, certains écrivains stars qui sont tête de gondole, et là je pense peut-être à Milena Agus du catalogue, à Andrei Kourkov aussi, on en parlera peut-être après, mais cette littérature étrangère en 2023, comment on la promeut? Bah alors déjà, c'est vrai que la littérature étrangère, elle est vraiment au cœur de notre catalogue. Mais je pense que ça vient vraiment aussi du parcours de Liana parce que bah, voilà, elle est passée par l'Égypte, elle est passée par l'Italie, elle est arrivée en France. Elle a vraiment, elle a toujours parlé plein de langues dans sa famille. Donc, évidemment, elle a cette envie bah, voilà, de faire découvrir des auteurs de partout. Et évidemment, beaucoup d'auteurs italiens parce qu'elle a quand même un lien très privilégié avec tout le milieu littéraire en Italie. Et c'est vrai que il y a eu le catalogue a d'abord été très concentré sur la littérature étrangère. Au début, il y avait quasiment pas. Enfin, disons quand Liana a commencé à faire de la littérature, ça devait être dans les années 90 à peu près. Mm. Et je pense que jusqu'en 2005, c'était quasiment que des étrangers qu'on publiait. Mm. Et, euh, et je pense que le moment où elle a vraiment passé un cap en termes, là vraiment juste sur dans le milieu éditorial, on va dire, le milieu des agences, voilà, de l'édition européenne, c'est avec Andrei Kourkov, quand elle a publié Le Pingouin. Donc ça, c'était en 2000. Et en fait, c'est la première fois où elle a vraiment, euh, on va dire, mis carte sur table et dit, voilà, enfin, elle s'est confrontée à deux éditeurs pour avoir un auteur qu'elle voulait absolument, quoi. Et elle s'est positionnée fortement. Et à partir de là, en fait, elle a été beaucoup plus visible dans tout le panorama des agents européens de manière générale et parisiens. Donc ça, c'était un moment important. Et après, c'est vrai que le succès de Milena Agus, là, c'était encore quelque chose de différent parce que, en fait, Milena Agus, du coup, c'est l'autrice de Mal de Pierre, qui est paru en 2007 en France et qui a été vraiment un énorme succès. Et en fait, le livre n'avait pas du tout connu le même succès en Italie. Il avait été vendu nulle part ailleurs, dans aucun autre pays. Et en fait, ça a tellement bien marché en France que ça a lancé un succès mondial, en fait. Et donc, à partir de là, c'est, je pense, une deuxième marche que Mm. Yana a gravie avec Milena. Et on peut noter le nombre d'exemplaires. Je crois qu'on est à 350 000 exemplaires. Et c'est vrai qu'en plus, toute l'histoire avec Milena est très, sont très, très. Oui. Bah, au total, Milena Agus, c'est 670 000 exemplaires. Andrei Kourkov, par exemple, pour Le Mm, Pingouin, on est bientôt à 200 000 ouais. exemplaires. Donc, pour une petite maison comme Liana Levy, Mm, c'est vraiment énorme. Enfin, c'est ouais. vraiment des Voilà. best-sellers de la maison. Et, euh, et oui. Et c'est vrai que, en tout cas, ces deux auteurs un peu clés qui ont permis à la maison de s'imposer un peu dans le paysage et de devenir, enfin, de vraiment, oui, devenir un acteur un peu important à qui on propose des textes, en qui on a confiance pour porter des auteurs étrangers, parce que c'est vrai que c'est pas si facile d'imposer des auteurs étrangers. Bah, on le voit,
même quand il y a un gros succès de prime abord, après, c'est tout un travail sur le long terme. Et c'est vrai que nous, en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la maison, en fait, de pas seulement miser sur un gros coup, mais de miser sur l'avenir. Et on le voit, bah, André, il fait dans la maison depuis plus de 20 ans, Milena depuis une quinzaine d'années. Et il y a plein d'autres auteurs comme ça qu'on publie. Oui, il y avait, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de lui, mais c'est un auteur qui est majeur, qui avait été un peu pressenti pour le prix Nobel de littérature. C'est Ernest Gaines, qui publiait des livres. Nous, les premiers qu'on a publiés, c'était oui, dans les années 90. Donc, c'était vraiment le tout début de la maison. C'est un auteur qui a eu du succès, mais pas, on n'a pas vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Mais c'est un auteur qui est assez reconnu et qui a vraiment lancé Liana dans dans le marché de la littérature étrangère. Après, je pense que ce qui a pu aider aussi à se faire une place dans le marché, c'est peut-être aussi le travail de l'éditrice étrangère qui porte nos romans français auprès des agents et des éditeurs étrangers. Donc, on fait un peu l'échange. On vend aussi nos textes français à l'étranger et ça permet des contacts qui vont forcément dans les deux sens. Mais on est plus, enfin, il y a des titres en français qui sont publiés ensuite en Finlande, en Russie, en Espagne, en Italie, euh, un peu partout aux États-Unis. Donc ça fluidifie aussi les circuits. Oui. C'est vrai que c'est son engagement. Elle fait partie, donc c'est Sylvie Mouchès qui s'occupe des droits étrangers et de l'éditorial des textes étrangers aussi. Et elle, ça fait donc voilà une trentaine d'années qu'elle est dans la maison et c'est aussi son travail à elle à chaque foire de Francfort, à chaque foire de Londres, de créer son réseau. Et puis en effet, maintenant, une fois en fait qu'on commence à avoir quelques succès, on est un peu sur la carte, quoi. Mais c'est vrai que le marché étranger, c'est pas est difficile, surtout pas en ce évident. moment. Ouais. C'est pas le marché qui se porte le mieux, je pense. Mais c'est vrai que parce que voilà, il y a un investissement de base qui est assez important sur les frais de traduction, parce que voilà, le but c'est quand même de payer correctement les gens, sur les avaloirs à verser aux maisons d'édition étrangères. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec des organismes de subvention, donc notamment le CNL qui vraiment aide beaucoup les éditeurs pour ça, où en fait, il faut déposer des dossiers de candidature et tout ça, mais ils peuvent financer en partie la traduction. Et en fait, il y a plein d'autres pays qui proposent ce genre de choses. L'Autriche, typiquement, ils ont un super réseau de subventions. Même là, pour l'Argentine. Voilà, donc ça, c'est vraiment des aides qui sont assez précieuses parce que ça permet de faire un peu moins peur, quoi, pour se lancer dans la traduction d'un auteur. Et Emma disait à l'instant que c'était surtout difficile en ce moment. Est-ce que c'est par rapport au coût, par rapport à l'évolution du coût du papier, par rapport à l'augmentation des traducteurs, du tarif des traducteurs, qu'est-ce qui est, pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de trouver une nouvelle voie en littérature étrangère? Est-ce qu'il y a des explications particulières? Là, je pense qu'en ce moment, sur le marché, quand on voit ce qui se vend, c'est quand même beaucoup d'auteurs, enfin souvent des auteurs déjà installés. Il y a beaucoup de best-sellers et le marché s'est un peu recentré, concentré sur quelques auteurs, quelques titres. Et pour les auteurs étrangers qui ne sont pas déjà vraiment sur le devant de la scène, ça peut être plus difficile. Après, l'augmentation de tous les coûts fait que ça peut être aussi plus difficile de faire venir un auteur de l'étranger. Nous, on a fait venir notre auteur de la rentrée qui s'appelle Seth Greenland des États-Unis grâce à des salons du livre aussi qui nous ont aidés à payer une partie du voyage. Mais c'est vrai que ça coûte forcément plus cher en ce moment de les faire venir et c'est quand même une aide assez précieuse d'avoir l'auteur sur place pour faire des rencontres en librairie, faire des rencontres en salon, etc. Et, mais voilà. Après, oui, c'est vrai que par définition, la littérature étrangère en général est plus chère, à vendre, quoi. Le prix final du livre va être plus cher parce qu'il y a des coûts à inclure. Et c'est vrai que bon,
la rémunération des traducteurs, je pense, enfin, c'est pas celle-là qui a posé le plus problème, c'est plus en effet quand il y a eu l'augmentation du prix du papier. Bon, là, ça s'est stabilisé, mais j'avoue que on a eu des petites frayeurs quand même quand il y avait plus de stock et tout. Et que ouais, ça a vraiment augmenté hyper fort. Et oui, bah évidemment, il y a une question de prix, quoi, c'est normal. Alors, on n'a pas parlé des différentes collections. Alors, il y en a certaines qui sont un petit peu mise en sourdine, on va dire. Je pense notamment aux essais et aux livres illustrés qui, eux, euh, euh, ne sont plus édités depuis longtemps. En tout cas, il n'y a plus de nouveautés déjà depuis très longtemps. Est-ce que c'est une volonté peut-être aussi de créer quelque chose de nouveau? On sait que la BD et l'art graphique est de plus en plus présent. Peut-être qu'il y a quelque chose à créer aux éditions Léna Lévy, je ne sais pas. Et les essais, notamment, vous avez publié notamment Pinar Selek il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pas forcément le cœur de cible, les essais. Expliquez-nous les différentes collections. Alors, il y a du polar, évidemment, on le sait, il y a des documents, il y a de l'histoire, il y a évidemment de la littérature. Mais comment s'organisent aussi toutes ces collections qui sont très variées, malgré finalement la ligne éditoriale négative que j'ai citée tout à l'heure, mais finalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Oui, bon, le cœur principal du catalogue, c'est la littérature française et étrangère. Donc, étrangère, on en a parlé, ça a commencé dans les années 90. La littérature française, plutôt dans les années 2010. Avant, on en faisait beaucoup moins, voire assez peu. Et ça a commencé en 2010, alors d'abord avec Kim Thuy, qui est canadienne et qui avait eu le prix RTL Lire, il me semble, pour son roman Rue, qui, qui est en ce moment adapté au cinéma, mais que au Québec. Pour l'instant, on l'a pas en France. Mais ça a été un premier vrai succès. C'est pareil, c'est 150 000 exemplaires vendus au total, donc c'est assez énorme. Et puis, quelques années après, il y a eu des auteurs comme Negar Javadi avec des orientales, Aline Keener pour La Nuit des Béguines, qui ont vraiment marqué un peu l'esprit des journalistes, des libraires, des bibliothécaires, des lecteurs, et qui ont fait que la maison s'est beaucoup plus fait connaître pour ses textes français. Et puis après, ben, Estelle Sarabul en 2018. Voilà, on a Pascal Dietrich aussi, qui publie depuis quelques années. Donc, quelques auteurs comme ça qui vraiment ont un peu marqué le catalogue et qui ont fait qu'on s'est fait connaître aussi pour la littérature française et donc on continue. Et puis, on a des romans policiers, on doit en faire 3 par an à peu près, en moyenne. En moyenne, en grand format, on en fait combien? 15? Ouais, une quinzaine de grands formats par an et ouais, deux, trois polars en général. Policiers, oui. Alors, au début, on s'est fait connaître pour les romans policiers avec Qiu Xiaolong, qui est un auteur d'origine chinoise, mais qui vit aux États-Unis depuis assez longtemps. Et, et puis là, plus récemment, avec Albert Mukherjee, donc on a quelques petites séries comme ça que la maison suit. On n'est pas reconnu pour nos textes polars, mais d'ailleurs, c'est pas vraiment des thrillers en général. Enfin, c'est plutôt des textes Le roman noir. Ouais. romans noirs, romans policiers. Et puis toujours avec un fond très qui rejoint la ligne de base dont on parlait tout à l'heure, avec un fond très social, très des intrigues qui parlent. Voilà, là, par exemple, la Birr Mukherjee, c'est vraiment sur la colonisation anglaise en Inde. Qiu Xiaolong, il parle beaucoup des dérives du gouvernement chinois. Que ce soit, enfin, en fait, tout au long. Et là, c'est son dernier roman. C'est vrai qu'il a eu quelques petits problèmes avec des petites, voilà, des petits démêlés. Donc voilà, vraiment des romans policiers qui sont très axés sur la description de la société, qui parle de la société actuelle ou du passé, évidemment, encore une fois. Et puis, bon, évidemment, on a notre collection Piccolo, mais je pense qu'on y reviendra un peu après. Donc, c'est notre collection de poches, on va dire semi-poches, qui a été créée en 2002. Donc, la maison avait 20 ans. Et donc, nous, on republie nos auteurs grand format en poche, sauf pour les romans policiers. Et on avait aussi une collection donc,
Alors, il y a deux collections. Une un peu document histoire, où on fait des textes comme Fabrizio Gatti, avec Bilal sur la route des clandestins, qui en fait est un texte de Fabrizio Gatti, qui est journaliste et qui a fait tout le trajet dans les conditions vraiment comme un migrant qui quitte son pays. Alors, c'était vers la Syrie, je crois, et qui va jusqu'en Italie. Donc, c'est des documents comme Un peu ceci. témoignage, quoi. Ouais, un peu de témoignage souvent. Et puis, on a la collection Opinion, qui est celle de Pinar Selek, parce qu'ils sont arméniens, où c'est des textes, alors, à la base, plutôt des textes sur l'histoire de l'art, plutôt sur des artistes, etc., donc forcément, qui étaient plus au début de la maison. Et récemment, ça a été des textes un peu plus, des essais un peu plus politiques. Donc avec Pinar Selek, il y a eu Martine Lombard, Martine qui a Lombard, parlé de la fin de vie quand il y avait toute la consultation l'année dernière. et puis Hubert Védrine aussi, Sauver l'Europe. Voilà, des textes assez politiques, mais c'est vraiment des projets, on ne peut pas vraiment les quantifier en se disant on en fait un par an, c'est un peu selon les textes qui se présentent, les opportunités, et puis oui, à chaque fois, c'est vraiment des textes qui tiennent à cœur à Yana et qui rentrent dans la ligne éditoriale et dans les valeurs qu'elle défend. Donc, ils sont plus rares. Et puis Mais c'est vrai que parfois vous avez déjà tout dans le catalogue. Je pense notamment à cet ouvrage qui sort en poche bientôt, Mm. Histoire complètement. Israël-Palestine, qui est fortement d'actualité. Je crois être peut-être un des seuls à avoir l'exemplaire broché. J'avais acheté il y a très longtemps. Ça fait Ah ouais, au moins 20 ans qu'il était super. carré, ouais. Et je Ouais. suis très heureux de le revoir sortir en piccolo. Je pense qu'il va beaucoup plaire. Il est magnifique et il est très lourd de sens aussi. Mm. Donc, Bah, je c'est suis très vrai heureux. que c'est un texte pas que nous, on connaissait pas en Pardon. fait, parce que il a été publié en grand format en 2002, 2002 ou 2002, 2003. je crois, Ouais. repris en piccolo en 2008. Et en fait, après, le tirage s'était épuisé, on l'avait pas réimprimé, donc là, il était épuisé. Et c'est vrai qu'on a commencé, avec tous les événements que vous connaissez, à recevoir des petits mails à droite à gauche de lecteurs disant mais il est où? C'est Histoire de l'autre, le titre. Euh, et en fait, moi j'étais mais c'est pas possible, on va pas ressortir un livre d'il y a 20 ans qui parle du conflit israélo-palestinien. Enfin, et en fait, si, quoi, il est toujours d'actualité parce que c'est vraiment un texte. En fait, c'est un ouvrage collectif où c'est un groupe de professeurs de lycée israélien et un groupe de professeurs de lycée palestinien qui ont décidé en fait d'écrire comme un livre parallèle où ils reviennent sur plusieurs dates clés de la relation entre Israël et Palestine en confrontant à chaque fois leur lecture des événements, leur manière de voir, comment les choses sont ressenties. Et en fait, les deux textes sont vraiment littéralement face à face quoi, dans le livre. Et donc, c'est vraiment hyper constructif parce que c'est pas un dialogue qui est facile, mais c'est fait, voilà, c'est un peu sans concession, mais en même temps dans le respect en fait mutuel. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ce texte et c'est ce qui fait qu'il est intemporel, quoi, même s'il a 20 ans. Après, c'est un peu, d'une certaine manière, un peu décourageant aussi de se dire qu'on a besoin de le ressortir encore. Mais c'est un texte très utile pour comprendre et pour se mettre à l'écoute aussi des autres, quoi. Oui, c'est vrai qu'au début, on disait, quand même, nous, on ne connaissait pas vraiment ce texte, donc on se disait, ah bon, mais on peut vraiment ressortir un texte comme ça sur un sujet aussi sensible 20 ans après. Et en fait, une fois qu'on a compris que Liana nous a dit, de toute façon, on va le faire, Voilà. que du coup, oui, en fait, quand on a compris ce que vraiment était ce livre, en fait, c'est absolument évident. Et ce qui nous a aussi décidé, bon, c'est les nombreuses demandes des libraires, des lecteurs, et aussi un petit coup de pouce de Valérie Zenati qui en a parlé en interview en disant que c'était un livre un peu à mettre entre toutes les mains et surtout des collégiens, lycéens, et que
c'est vrai que souvent, on entend ces deux peuples qui se mettront jamais d'accord et qui peuvent pas s'entendre. Et là, en fait, dans ce livre, dans ces textes, on voit que même s'ils sont pas d'accord, en fait, il y a des discussions qui sont possibles. Et, euh, et c'était assez touchant aussi de voir Yana en parler parce que ça l'a fortement marqué forcément il y a 20 ans en faisant le texte et de voir qu'elle devait refaire ce texte dans ce contexte-là. Forcément, elle est très touchée, très marquée, mais en tout cas, c'est un livre que nos équipes, même commerciales, défendent déjà beaucoup. Donc, Il on sort, est très contente. il sort le 4 janvier, comme Exact. un degré de séparation de Pablo Meller, dont vous allez nous parler. Donc là, c'est un premier roman et sujet plutôt inédit. C'est un écrivain qui n'arrive plus à écrire la moindre ligne. Est-ce que ça lui est peut-être arrivé aussi? C'est possible. Ouais, du coup, donc Pablo Meller, pareil, ça c'est un roman qu'on a reçu dans les manuscrits et qui a passé toutes les étapes, les multiples lectures et puis qui a été accueilli chaudement par Liana. Et c'est vraiment le roman de la quête d'identité, le roman de la quête des origines et le tout sur fond de panne d'écriture en fait parce que c'est l'histoire d'un auteur à succès américain qui, en fait, n'a plus de succès depuis 10 ans parce qu'il n'arrive plus à écrire depuis 10 ans. Mais il se pose pas trop de questions, il est un peu apathique, quoi. Il se demande pas trop pourquoi. Et en fait, un jour, peu après le décès de sa mère, il tombe dans ses affaires sur une photo de photomaton où elle est avec un jeune homme et elle est tout sourire. Et alors pour lui, c'est une énigme parce qu'il a jamais vu sa mère sourire et il a jamais connu son père. Et du coup, il se dit, bon, là, il y a quelque chose à chercher. Et donc, il commence à essayer de creuser dans la vie de cette mère qui a toujours été un peu une énigme pour lui, oui, parce que en fait, elle s'est très peu occupée de lui. Il a toujours eu l'impression que sa carrière passait avant son rôle de mère, et ça a été le cas en fait. Elle a eu une super carrière de critique à New York, et pendant ce temps-là, lui, il était en pension, un peu laissé à lui-même, quoi. Mais il peut pas résister à l'idée de se dire, voilà, ma mère sourit sur cette photo, il faut que je trouve qui l'a fait sourire, quoi. Et il se dit bien, cet homme, ça doit être mon père. Et du coup, de là commence une espèce d'enquête où il va remonter jusqu'à Paris. Donc, c'est un roman qui se passe entre Paris et les États-Unis. Et donc, il va essayer de retrouver son père. Mais finalement, est-ce que c'est ça le plus important? Je vous laisserai le découvrir. Et voilà, en tout cas, c'est un roman voilà, qui est de très belles factures. Pablo Meller, il essaie vraiment de développer une écriture très raffinée, avec un regard toujours un petit peu ironique. Enfin, son personnage a un regard toujours un peu ironique sur le monde qui l'entoure. Après, c'est quelqu'un d'un peu blasé aussi, donc c'est assez drôle de le voir ronchonner en se promenant dans Paris, parce qu'il voit des touristes faire des selfies devant le Panthéon, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, c'est aussi un roman sur le fait d'écrire et c'est vrai, le fait de s'écrire soi-même aussi. Donc même si, alors là, pour le coup, c'est pas du tout. On pourrait avoir l'impression, d'autant que c'est écrit à la première personne, que c'est très autofictionnel. Alors, pas du tout. Moi-même, j'étais étonnée quand Pablo Meller m'a dit, alors non, voilà. C'est bien mon premier roman. C'est bien mon premier roman, c'est pas ma biographie, c'est enfin mon autobiographie ou quoi. Donc voilà, donc je pense qu'il voilà, il s'est quand même créé une espèce de double, mais avec une certaine distance. Donc voilà, on est sur la quête des origines et c'est très très subtil et émouvant. C'est vrai que Claude disait que c'est un personnage assez apathique et c'est vrai au début on se dit tiens c'est curieux ce personnage et en fait quand on remonte un peu dans son passé, dans son enfance, de cette relation avec cette mère qui est vraiment spéciale où il se retrouve vraiment un peu livré à lui-même. En fait, on comprend mieux ce personnage et on s'intrigue beaucoup du coup sur cette mère qui laisse son enfant aussi seul, qui parfois le fait venir en week-end alors que finalement elle ne s'occupe pas de lui. Donc c'est un peu aussi
le récit de rêve Mhm. qui est un peu oublié, quoi, parce Mhm. que Et c'est vrai que le personnage de la mère est assez mm, intéressant aussi, parce que mm, c'est un personnage très froid, et qu'on voit évidemment que à travers le regard de son fils, que ce soit enfant ou adulte. Mais voilà, c'est aussi toute une réflexion sur ce que c'est d'être mère, et quand on l'a pas forcément, enfin, quand on l'a voulu, mais pas que c'est pas arrivé comme on le pensait. Voilà, c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là. Et on sent que sa plume est aussi imprégnée de sa casquette de producteur de film. Il l'a été pendant longtemps. Il écrit un long Ouais. métrage également. Et il a écrit des nouvelles aussi. Donc ça, Oui, il a ce côté aussi extrêmement succinct qui permet d'aller extrêmement vite aussi dans l'intrigue. ouais. Je pense que ces différentes casquettes en font un futur grand auteur aussi. Mm. oui. C'est vrai que pour 2024, notre rentrée, on a des livres assez courts, donc Oui, c'est vrai qu'on a fait très court, parce que là, oui, là, pareil, c'est à peu près comme celui d'Estelle Sarah, 200 pages, quoi. Et, euh, et en 200 pages, on a beaucoup de secrets qui comme se ça, dévoilent ou non. ouais, comme ça, vous pourrez lire plus de livres Voilà. puisqu'ils sont plus courts. Alors, on n'a pas encore parlé des traducteurs. Ils sont si importants dans le catalogue Liana Levy. Comment vous travaillez avec eux? Est-ce qu'il y en a qui sont attitrés aux auteurs, attitrés aux maisons? Comment vous travaillez vis-à-vis de ces textes étrangers? Certains peut-être transitent par les traducteurs et sont amenés par les traducteurs. Ça peut, j'imagine, arriver. On le constate dans d'autres maisons aussi. Et comment vous faites pour dénicher aussi des talents de traduction? Parce qu'on sait que la traduction évolue. Beaucoup de traductions sont refaites et mises à neuf depuis des années. Est-ce que d'ailleurs ça a été le cas pour Histoire de l'autre? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, comment vous travaillez avec ce corps de métier qui est si indispensable au catalogue Léna Lévy et au catalogue des maisons d'édition étrangères? Alors là, du coup, on va parler au nom de Sylvie, qui est vraiment celle qui gère toute cette partie-là. Donc, je parle sous son contrôle, parce elle m'a bien réexpliqué tout. Voilà. Alors, sur les traducteurs, oui, c'est quasiment toujours des traducteurs qui suivent les auteurs de livre en livre. C'est des relations qui peuvent devenir très fortes. Parfois, il faut un peu de temps pour trouver le traducteur ou la traductrice qui colle parfaitement. Par exemple, Andrei Kourkov, il a été traduit par, je pense, 3 traductrices différentes avant vraiment d'avoir un coup de foudre pour Paul Lequesne, qui est son traducteur actuel depuis, je sais pas, 15 ans, je pense, ouais. 15, non, moins. 10 ans, je 10 dirais. ans à peu près. Allez. Et en fait, maintenant, dès que André vient en France, s'il peut passer par Arles où habite Paul, il le fait. Enfin, ils ont vraiment. Il y a, c'est important pour nous que les traducteurs suivent leurs auteurs. Surtout qu'en fait, ils ont des relations, parce que c'est vrai qu'on disait Mm. les éditeurs, Mm. euh, enfin, forcément, les éditeurs, c'est plus facile quand ils s'entendent bien avec les auteurs, mais en fait, c'est un peu pareil pour les traducteurs, parce que ils se questionnent pas mal, les traducteurs, l'auteur, Mm. pendant la relecture, pendant la traduction. Mm. Et donc, c'est des échanges qui forcément Mm. créent un lien entre eux. Et donc, Ouais, complètement. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas. En fait, je pense que c'est jamais vraiment arrivé qu'on publie un projet qui avait été amené par un traducteur. Ça arrive, mais en général, on ne donne pas forcément suite. Mais par contre, c'est vrai que quand on a un nouvel auteur étranger qui rentre et qu'il faut trouver le traducteur ou la traductrice qui lui conviendrait, si on trouve un traducteur ou une traductrice qui a déjà lu le livre, qui connaît l'auteur et qui est surmotivé, ça fait la différence, quoi. Et ça a été le cas notamment, c'était assez fou, euh, pour un livre qu'on a publié dans cette année, en printemps, qui s'appelle Tout faux de Veronica Raimo, qui est un livre italien. C'est une autrice romaine, voilà, qui publie son premier roman. Et en fait, donc Liana a beaucoup aimé, on voulait trouver une traductrice. Et on a fait passer des essais, et il y avait 3 traductrices à l'essai, dont 2 vraiment hyper calées, qui avaient beaucoup de bouteilles, enfin voilà.
Et une, c'était sa première traduction. C'est la première fois qu'elle avait l'opportunité de pouvoir traduire un livre en entier. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est que cette jeune traductrice, Audrey Richaud, en fait, elle adore tout ce que fait Véronica Raimo, parce que je crois qu'elle avait déjà publié un recueil de nouvelles avant. Enfin bref. Et elle avait adoré ce roman. Et en fait, elle a vraiment mis, je pense, toute son âme dans l'essai, dans l'essai de traduction. C'est un livre avec beaucoup d'humour. Elle a vraiment, je pense qu'elle a vraiment le même humour que l'autrice et tout. Et en fait, bah, grâce à ça, c'est elle qui a pu du coup faire sa première traduction littéraire officielle comme ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, elles sont en relation, enfin, elles sont devenues vraiment amies, quoi. Elle a pu la rencontrer. Et ça, c'est assez chouette. Et c'est vrai qu'en parlant de traducteurs et traductrices, on a vraiment euh, des historiques, on va dire. Et notamment, malheureusement, Fanchita González Batley, qui est décédée cette année, mais qui a vraiment traduit, je pense, jusqu'à quelques semaines encore avant de malheureusement être hospitalisée. Et donc, c'était la traductrice notamment de Yann Levison, de Abir Mukherjee, de Alessandro Piperno. Et c'est vrai que là, la question se pose de la remplacer et c'est très compliqué, quoi, parce qu'il y a aussi un lien affectif qui s'est créé et c'était une. Je me souviens, la première fois que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, ah, vous savez, moi, je fais vraiment partie des meubles ici, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'était un pilier de la maison, on va dire. Et En fait, c'était la femme de Maspero, de François Maspero, qui était un éditeur et qui était dans nos locaux aujourd'hui. Et du coup, elle a beaucoup traduit pour Maspero, qui est devenu La Découverte. Voilà. Et puis donc, c'est une amie de longue date aussi de Liana, donc elle a toujours traduit pour Liana. Et c'est vrai que ce que tu disais, même les auteurs sont très attachés à elle. Abir Mukherjee dit toujours en rencontre que ses livres sont mieux en français qu'en anglais, dans leur version originale. Donc, alors, il ne parle pas français, mais on ne parle pas français, mais bon. Enfin, c'est vraiment des liens qui se créent entre eux. Et oui, Fantista, c'était une vraie traductrice historique de la maison, quoi. Et puis là, en plus, elle traduisait de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais. Enfin bref, elle était trop forte, quoi. Donc ça a été, c'était vraiment, vraiment un moment très émouvant, quoi. Enfin, de la voir partir. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être de trouver quelqu'un pour la remplacer. Et donc quelqu'un qui convienne aussi aux auteurs en question. Et alors, ce qui m'amuse finalement un peu dans cette histoire, c'est que pour deux d'entre eux, en fait, on a trouvé un couple de traducteurs. Donc je me dis, en fait, on peut pas prendre juste une personne pour faire son travail. Il faut qu'ils se mettent à deux pour faire aussi bien, quoi. Donc voilà, donc ça montre à quel point ouais, les traducteurs ont une place importante chez nous et enfin, on les connaît quasiment tous. Dès qu'on organise des petits événements, ils sont toujours conviés, quoi. Alors, on va faire une petite photo de groupe avant de passer à la suite. Voilà, préparez-vous comme toujours. Vous êtes prêts. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Alors, j'aimerais qu'on parle de la collection Piccolo, justement, puisqu'on a parlé d'Histoire de l'autre, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler tout à l'heure, mais j'ai empiété sur le sujet. Mais cette collection-là, elle est splendide, c'est évident. Ce sont des semi-poches, en effet, et je suis persuadé que tout le monde ici a déjà eu un Piccolo dans les mains. Ça paraît tellement évident. Alors, j'aimerais que vous nous parliez peut-être de ceux qui vont sortir. Il y en a trois qui vont sortir. Il y a Histoire des Maranes de Cécile Roth, que je ne connaissais pas du tout. L'oreille de Kiev d'Andrei Kourkov, ça par contre on connaît, il sortira en février. Et Ada et Grave de Dany Héricourt, et donc Histoire de l'autre pour le quatrième. Peut-être nous rappeler aussi l'histoire de cette collection et peut-être comment s'effectuent ces choix-là, puisque vous en publiez peu par an. Et donc les choix sont drastiques, j'imagine. Le catalogue est immense, on l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 700 titres. Comment on ressort un ouvrage du catalogue, du fond. Et tout à l'heure, vous nous parlerez aussi de ceux que vous avez envie de remettre au goût du jour et qui seront peut-être dans les piccolos à venir. Alors c'est vrai que ce qui est bien avec les quatre titres dont on va parler là, c'est qu'ils sont très représentatifs, ils sont tous très différents et très représentatifs de ce qu'on peut trouver dans la collection Piccolo. En fait, Histoire des Maranes, pour commencer par lui, parce que c'est un aspect qu'on n'a pas trop abordé encore, c'est du coup un livre d'histoire
vraiment de référence sur un sujet très pointu. Si Amandine était là, elle aurait dit un sujet très niche, voilà. En fait, donc Cécile Roth, c'est un historien qui était professeur à Oxford et qui est vraiment spécialiste de l'histoire du judaïsme et en particulier de l'histoire des Marranes, qui sont en fait les juifs qui ont été contraints de se convertir au christianisme pendant l'Inquisition et qui ont continué à pratiquer leur religion en secret. Et donc, en fait, il s'est intéressé à toute cette histoire clandestine du judaïsme en Europe. Et donc, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est un vrai ouvrage d'histoire. Il n'y a rien, il y a rien de romanesque. Mais ça fait vraiment partie, je crois que c'est le Piccolo numéro 10. Donc, pour vous dire, c'est le 10e Piccolo publié par la maison. Donc, c'est vraiment un ouvrage de référence et c'est des titres qu'on aime bien. Voilà, on aime bien entretenir ce fond-là qui fait partie de l'histoire de la maison, euh, qui est quand même très tourné vers l'histoire du judaïsme. Donc, on a aussi voilà, un livre dans le même style, mais sur, par exemple, le massacre d'Oradour-sur-Glane. On a, qu'est-ce qu'on a encore? On a un livre sur le ghetto de Venise aussi qu'on a fait en piccolo. Et, En fait, et même là, en mars, en avril, on ressort oui. un titre pareil, un ancien Ouais. titre qui n'était plus disponible, qui s'appelle Mémoire du ghetto de Varsovie. Ouais. Et c'est un document, vraiment, c'est un Marek Edelman qui a réussi à s'enfuir du camp du ghetto. Ouais. Et du coup, c'est vraiment un témoignage. Donc, c'est des titres un peu. C'est des titres anciens. Ouais. On fait plus forcément autant de livres d'histoire qu'à une certaine période, mais pour nous, c'est hyper important de continuer à les faire vivre parce que pour certains, bah, par exemple, typiquement Histoire des Maranes, je pense que c'est un des seuls livres vraiment autant de références, c'est un des seuls livres de référence sur le sujet, je pense, tout simplement. Et donc voilà, de temps en temps, on fait une petite nouvelle édition et je sais que ça rend certains étudiants en histoire très heureux. J'ai un copain qui avait fait un master d'histoire et quand on s'est rencontrés, que je lui ai dit que je travaillais chez Yana Levy, il m'a dit non, mais par contre, Histoire des Marranes, là, ça va pas du tout, votre truc, c'est plus disponible, faut absolument le ressortir, c'est énorme, Voilà. c'est l'ouvrage de référence. Voilà. Donc, c'est voilà. une partie du catalogue qu'on continue de faire vivre à travers la collection Piccolo. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait L'Oreille de Kiev. Bon, Andrei Kourkov, là, il s'est lancé dans un feuilleton historique qui se passe à Kiev en 1917. Et donc, voilà. Alors, Andrei, lui, en piccolo, je sais pas combien de piccolo il a. Lui, il doit en avoir une dizaine. Une dizaine. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans la maison et on a toujours suivi, quoi. Donc, il y a quasiment tous ces livres je pense que tous ces livres sont en piccolo. Donc, voilà. Mais je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tout à l'heure de son feuilleton sur Kiev. Et après, Ada et Graf, donc là, c'est un titre de littérature française qui est qui est écrit par Dany Héricourt, que vous avez peut-être connu aussi avec son premier roman qui s'appelle La Cuillère, qui est sorti en 2019, je dis 2020. Et donc pareil, Dany, c'est une autrice qu'on a trouvée par mail dans les manuscrits, et elle a vraiment un univers très décalé. Elle est franco-galloise. Et donc, elle réfléchit beaucoup sur le fait de parler deux langues, sur le bilinguisme. Chaque mot, le sens des mots l'intéresse beaucoup. Elle aime beaucoup jouer avec ça et faire jouer ses personnages avec ça. Et là, Daégraphe, en fait, c'est une histoire d'amour. On ne publie pas beaucoup d'histoires d'amour, mais là, c'est une histoire d'amour entre une dame de 70 ans et un monsieur de 80 ans qui avaient un peu l'impression que leur vie, voilà, commençait à s'essouffler tranquillement. Lui, c'est un funambule qui vient de se casser la jambe, donc clairement, euh, il peut plus trop bouger. Enfin, il est complètement déprimé. Elle, c'était une jeune femme qui voulait beaucoup voyager. Et en fait, par son mariage et par les aléas familiaux, elle se retrouve bloquée dans un petit village où elle a ses petites habitudes, mais plus beaucoup d'aventures. Et en fait, ces deux-là se rencontrent et ils se rendent compte que rien n'est fini, quoi. Et que ils ont encore plein de choses à faire ensemble. Ils redécouvrent l'amour, ils redécouvrent l'envie de bouger, l'envie de partir à l'aventure, de vivre, de plus juste se dire que tout est arrêté. Et,
Et c'est vraiment très beau, quoi. Et puis avec cette langue, comme je disais, de Dany, qui Mm. adore jouer avec les mots, c'est très chouette. Ouais, Mandani, ouais, oui, elle fait partie des derniers auteurs qui sont rentrés dans le catalogue, mais Mm. elle a une langue qui est vraiment très, très belle. Elle a pas, en fait, elle n'a pas parlé français avant ses 10 ans, parce qu'elle a grandi au Ghana. Donc, elle a une histoire un peu, euh, un peu décalée, peut-être, un peu comme ses Mm. personnages. Enfin, même elle, c'est une femme assez étonnante. Et enfin, je vous conseille vraiment, que ce soit Diagraph ou son premier roman, La Cuillère, de découvrir l'univers de Dany Ricourt. Mm. C'est vraiment formidable. Mm. Bon, et bien après tout ça, il reste quand même deux romans en février 2024. C'est le teaser aussi. Il en reste deux. Tout le monde est un petit peu secoué parce que tout le monde a noté tous les titres que vous avez cités. Et ils ne savent pas que vous en avez encore deux chacune, que je vous ai demandé de ressortir du catalogue des titres qui se seraient peu vendus mais que vous trouvez formidables. Et ben, c'est le moment de nous les dévoiler aussi, toutes les deux, Claude et Emma. Dites-nous les titres qui vous paraissent, qui devraient peut-être ressortir en Piccolo peut-être bientôt, ou alors les titres que vous trouvez indispensables, qui vous ont marqué et qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas jaugés à leur juste valeur. Vas-y, Emma, commence. Alors, moi, je commencerai avec L'usine à privilèges, qu'on a sorti l'année dernière, je Oui, crois, en 2022. 2022. C'est le premier roman de Christina McDowell, qui s'appelle L'usine à privilèges. Elle est américaine et en fait, elle a un parcours de vie enfin, son père était très riche et un peu, enfin, avec de la notoriété et en fait, il est, euh, il est tombé, je crois, en prison pour fraude fiscale, il me semble. Et donc, Pour escroquerie aussi, ou je crois. escroquerie, voilà. Enfin, bon. La vie de Christina McDowell est un peu partie en éclat à ce moment-là. Et elle s'est inspirée un peu de tout ce milieu très bourgeois de Washington pour écrire ce roman. Et en fait, tout commence par un meurtre d'une famille dans justement ces beaux quartiers de Washington. Et rapidement, le, l'accusation va se porter sur un jeune homme noir, comme par hasard. Et donc, on va suivre à la fois tout ce milieu très bourgeois, un peu indigné de ce qui vient Mm. de se passer, et puis le coupable un peu facile. Et le personnage principal, c'est une jeune fille qui va rendre visite en fait à l'accusé et qui, au fond d'elle, est convaincue que ce n'est pas lui. Et elle va mener sa petite enquête dans ce milieu où elle se rend compte que tout sonne faux, enfin, que Mm. tout n'est qu'apparence en fait Mm. et argent. Et voilà, c'est un roman qui a pas eu beaucoup de succès au moment de sa sortie, mais c'est vraiment un chouette moment de lecture. Mm. On suit un peu ces personnages et puis c'est assez drôle en fait. C'est assez moqueur de cette société américaine ultra riche. Mm. Donc voilà, c'était un chouette moment de lecture que je vous conseille. Mm. Et c'est vrai qu'en plus, il y a un côté où c'est vraiment les familles américaines qui ont le pouvoir, en fait, de Washington, qui sont sénateurs, qui sont lobbyistes ou des choses comme ça. Et on a un peu l'impression que c'est comme une espèce d'aristocratie qui se transmet tous les privilèges et le pouvoir de génération en génération. Et c'est peut-être un milieu qu'on soupçonne pas à ce point-là, je pense, Mm. de chez nous, enfin en France. Ouais, Donc, qui me paraît vraiment lointain. ouais, c'est assez édifiant. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je m'étais noté? Moi, je me suis noté un livre qui est sorti malheureusement à l'automne 2020, donc qui n'a pas eu, je pense, tout le succès qu'il aurait dû avoir. Et alors là, c'est un livre d'histoire, mais qui se lit pour le coup comme un roman. Et c'est une histoire assez incroyable. Donc, ça s'appelle Le fauteuil de l'officier SS, et c'est de Daniel Lee, qui est un universitaire anglais, historien, spécialiste de l'histoire du judaïsme.
Et pour le coup, celui-là, il vient de sortir en piccolo. On a décidé de lui donner sa chance en piccolo, donc c'est l'occasion. Et en fait, c'est Ce qui prouve aussi, Claude, que le Piccolo n'est pas forcément un gros succès de librairie. C'est ça qui est intéressant, c'est que le pari est repris sur un poche. C'est quand même ouais. Oui, en fait, fort. on peut avoir bon, il y a des livres parfois, bon, ça marche pas, on va pas faire le pari, mais quand on se dit vraiment celui-là, il faut lui redonner sa chance, bah voilà, on tente l'aventure Piccolo. Ça, c'est ce qu'on a fait pour le fauteuil de l'officier SS. Et en fait, l'histoire est vraiment incroyable. C'est une femme un jour qui a acheté d'occasion un fauteuil à Amsterdam. Et elle l'a fait retapisser. Et en fait, l'artisan qui lui a retapissé lui dit, mais j'ai trouvé des papiers là-dedans qui étaient cachés en fait sous le tissu. Et elle regarde vite fait, elle voit des croix gammées, des trucs comme ça. Elle se dit, oula, je ne sais pas, je suis tombée. Et en fait, par une amie d'amis, elle a filé ses papiers à Daniel Lee, donc notre auteur qui est historien. Et de là, lui a été hyper intrigué par ces papiers qui appartenaient à un certain Robert Griesinger. Ça lui dit rien. C'est pas un haut dignitaire nazi, c'est un nazi ordinaire en fait. Et c'est tout ce qui l'a un peu fasciné euh, parce que parce que en fait, il a décidé de remonter un peu la vie de cet homme qui euh, comment dire, a participé en fait activement au régime nazi, mais qui en même temps est un monsieur tout le monde, quoi. C'était Mm. juste un juriste, mais qui était au courant de tout et qui l'a quand même fait. Enfin bref. Et donc il remonte toute l'histoire familiale. Et puis évidemment, Daniel Lee ayant lui-même eu de la famille juive qui, alors, je ne sais pas à quel point ont dû être arrêtés, peut-être déportés, je suis plus sûre. Bah, en fait, il a aussi un investissement émotionnel qui se sent fortement dans le livre. Et le fait que ce soit un peu une enquête, enfin, il est dans son rôle d'historien, dans son rôle d'enquêteur, en même temps, on sent qu'il y met de sa personne. Et du coup, ça crée vraiment un livre passionnant et qu'on lit, bah, comme je le disais au début, comme un roman, quoi. Enfin, c'est vraiment édifiant, quoi. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu banalisation du mal aussi qui est très intéressante et qui en dit long sur la société allemande et c'est un peu ses soucis de mémoire parfois. Ouais, en tout cas, quand on l'a présenté pour la parution en piccolo aux équipes commerciales, aux Mhm. représentants, tout le monde a dit ah, super, parce que vraiment, en fait, tout le monde, ils étaient eux-mêmes déçus parce Mhm. qu'il était passé un peu, alors pas non plus inaperçu, mais il il n'a pas eu le succès Mhm. qu'il méritait Mhm. et c'est vraiment enfin, un roman. En N'est-ce fait, ça pas? se lit comme un roman. Voilà. Et donc voilà, en tout cas, c'est un chouette titre. Euh, Vas-y, continue. alors moi, je vais plutôt parler d'un titre qui est assez ancien, qui est sorti en 2013, et c'est le premier roman de Paola Pigani, que vous connaissez sans doute pour Des Artistes des Hommes, pour Et il dansait le dimanche. On sort son cinquième roman en mars, et on a très hâte. Et son premier roman, ça s'appelle N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. C'est un très beau titre. Et en fait, c'est une expression tzigane parce que, en fait, elle a choisi de remettre en lumière les tziganes et les nomades durant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement en Charente. Donc, le personnage principal a 14 ans, c'est une jeune fille nomade et sa vie est complètement bousculée le jour où un arrêté dit que en fait, les nomades n'ont plus le droit de bouger. On est sous Vichy, donc voilà. Et en fait, ils vont tous être petit à petit mis dans des espèces de camps euh, pour les garder bien au même endroit, qu'on puisse vraiment les surveiller. Et donc, c'est des gens dont on ne parle pas beaucoup finalement euh, à ce moment-là de l'histoire, mais qui pourtant, là, dans ce cas-là, ont vécu 6 ans dans des camps, un peu sans que personne s'en aperçoive, sans que voilà, personne ne s'en préoccupe. Et Paola Pigani, elle a une écriture vraiment magnifique. Elle est poète aussi.
Et elle a une écriture très poétique. On sent vraiment la poésie dans ses mots. Et elle a le don de vraiment redonner des couleurs, remettre en lumière des histoires qui sont souvent méconnues, mais qui pourtant parlent à beaucoup de monde. Et voilà, je vous conseille vraiment son premier roman, dont on ne parle pas assez. Il est en piccolo. Euh, et voilà. Et après, pour finir, c'est un titre donc, qui n'est pas très ancien, qui est paru cette année, mais qui n'a pas eu autant de succès que vraiment l'imaginait. Et c'est le titre dont je vous parlais tout à l'heure, Tout faux, qui a du coup été traduit par une jeune traductrice qui s'entend très bien avec l'autrice Véronique Araimo. Et en fait, Tout faux, c'est un roman hyper contemporain pour le coup, on n'est pas du tout dans l'historique. Et c'est vraiment en fait une jeune fille qui raconte un peu son adolescence et comment elle a grandi avec un peu une obsession du mensonge, quoi. C'est-à-dire que dès petite, elle a commencé à s'attribuer les dessins des autres enfants à l'école, quoi, ce genre de choses. Et elle grandit en plus dans une famille un peu particulière, avec un père hypochondriaque qui ne veut manger que de la nourriture en conserve, qui date d'avant une certaine date, parce que sinon, potentiellement, elle est radioactive, quoi, à cause de Tchernobyl, voilà, on en est là. Et en fait, elle raconte comment c'est de grandir dans cette famille un peu loufoque, en essayant, bah, par le mensonge, de paraître bien aux yeux des autres, et puis du fait qu'en fait, de se raconter tous ces mensonges, ça l'amène à devenir écrivaine. Et donc, c'est un roman qui est assez, en fait, qui est très drôle et en même temps très lucide aussi sur la condition de cette jeune femme et du coup un peu la condition des femmes aussi. Et donc parfois on a envie de rire et puis tout d'un coup à la fin du paragraphe en fait on rigole plus du tout, tout d'un coup on se dit oula, ok, et puis après le paragraphe suivant ça y est on est reparti, on rigole quoi. Et donc c'est vraiment un roman où on est au plus près du personnage en fait. Et c'est encore une fois très court et très beau sur les relations familiales et sur comment on se construit par rapport à elles, quoi. Merci, merci à toutes les deux. Alors, on va finir cette rencontre parce que je vois que le temps défile par les deux titres de février prochain. Alors, ils sont même pas sur le site, donc c'est une exclusivité quasi totale. Donc voilà. C'est le livre de Fabienne Martinez-Sicardi, Les hommes les plus grands. Et le deuxième, Erta Poli, La déchirure du temps. Je vous mets au défi de ne pas succomber et de ne pas les noter, ceux-là aussi. Ça va être très difficile pour vous. Voilà, préparez-vous à subir le choc de Claude et Emma. Bon, je vais essayer de ne pas vous assommer parce qu'on vous a parlé de tellement de livres que je ne sais pas comment vous faites. Je vais commencer avec Les hommes les plus grands qui sortira début février de Fabienne Martinez-Sicardi. C'est un romancier argentin. C'est pas son premier roman, mais c'est la première fois qu'il est publié en France. Et le début de l'histoire est assez simple pour une histoire qui finalement est assez complexe. C'est la grande histoire. En fait, on va suivre le personnage de Manuel Palacios, qui est métis. Et il se sent, enfin, il appartient au final à la fois au peuple autochtone de Patagonie, mais à la fois à celui des colonisateurs qu'on appelle les Tehuelche. C'est ça. Pardon, excusez-moi. Les colonisateurs, pardon. Pardon. C'est les autochtones de Patagonie qui s'appellent les Tehuelche et les colonisateurs. Donc en fait, il est métis et en fait, dans toute sa vie sociale, assez rapidement, il se rend compte qu'il est assez rejeté parce qu'il n'appartient ni à un peuple ni à l'autre. Et donc, il est toujours finalement un peu en décalé avec les gens de son âge, avec son entourage. Et il va choisir de vraiment se renseigner sur ses origines et sur les autochtones de Patagonie qu'on connaît finalement assez peu et de ce qui s'est passé dans leur histoire, ce qu'on appelait les géants de Patagonie. Et en fait, il va se rendre compte qu'il y a eu un véritable génocide de cette population qui n'a jamais été reconnue en Argentine par le gouvernement. Et donc voilà, on suit vraiment ce personnage dans cette quête à la fois d'identité et à la fois dans cette quête
de vérité, d'histoire, De ce qui, reconnaissance de aussi. reconnaissance, oui, parce qu'il sait finalement pas ce qui s'est, enfin, il apprend un peu tout ça sur le tard, quoi. Donc voilà, c'est un roman très intéressant qui peut paraître, on se dit, oula, toute cette histoire, mais non, c'est vraiment un roman qui se lit très bien et vraiment très intéressant. Et pour finir, le récit d'Ertapoli. Alors, c'est un roman, mais c'est surtout un récit. On suit Ertapoli, qui était une femme de lettres, qui a été agente, qui a été éditrice, écrivaine aussi, je crois, comédienne en Autriche euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, là, c'est le récit du moment où elle doit quitter l'Autriche parce que les nazis sont arrivés au pouvoir. Et donc là, il est temps de fuir parce qu'elle est vraiment menacée. Et donc, elle fuit d'abord à Paris, et puis après dans le sud de la France. Et puis, voilà, l'objectif final, c'est de partir, prendre le bateau pour New York, là où elle pourra être plus libre et où elle pourra défendre ses idées, évidemment anti-nazis, euh, librement. Et c'est un récit, mais en fait, ça se lit vraiment comme un roman. C'est assez passionnant parce que dès le début, on se sent pris dans son histoire, on a vraiment l'impression d'être avec elle. Et, euh, et même moi, j'étais stressée, je me disais, mais pars, t'es en danger. Et c'était vraiment, c'est assez fou parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant dès le début, en fait, dès le premier chapitre. Vraiment, on est avec elle dans le train pour fuir Autriche. C'est pas, il n'y a pas vraiment de longueur, enfin, tout se lit vraiment, vraiment bien. Et puis, c'est hyper intéressant parce que on suit du coup tout l'entourage. Donc, c'est vrai, elle a côtoyé pas mal de personnes aujourd'hui historiques. Euh, mais tout ça est très facile en fait. Elle rencontre du monde, on la suit vraiment dans ses aventures. C'est vraiment fascinant. Et c'était une des seules femmes à son époque, enfin, en tout cas dans tout l'univers qu'elle nous raconte, elle côtoie principalement des hommes. Et donc c'est une des seules femmes de son époque. Euh, Vraiment une figure de la vie culturelle viennoise, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est, enfin, comme disait Eva, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est qu'on est, il y a une forme d'immédiateté. En plus, c'est écrit au présent, donc on est mm, vraiment, elle relate comme si c'était à l'instant même, en fait, tout ce qui lui arrive. Et c'est vrai que dès les premiers chapitres, bah voilà, on voit des nazis défiler dans les rues. Elle a l'impression que la Gestapo va venir l'arrêter à n'importe quel moment parce qu'elle est agente littéraire et qu'elle publie des textes interdits. Et en fait, voilà, on est vraiment avec elle. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est on est avec elle aussi dans ses sentiments et tous les gens qu'elle côtoie, évidemment, bah, maintenant, c'est des grands noms, bah, je sais pas, Joseph Roth, c'est des poètes, des historiens autrichiens ou européens qui sont très connus maintenant. Mais en fait, quand on lit ces pages, pour elle, c'est juste bah, une bande de copains, quoi. Une bande de copains qui se retrouvent complètement explosés à cause de la Seconde Guerre mondiale et ils se retrouvent tous à mm, fuir. Et il y a vraiment un côté où on peut beaucoup s'identifier, je trouve, à ça. Et c'est pour ça aussi que c'est assez glaçant, quoi. mm. Et en même temps, En fait, elle est c'est assez assez. moderne dans la manière de le Ouais, c'est ça. raconter. Ça a été écrit dans Mm, les années 70. Elle l'a écrit dans les années 70 pour raconter ce qu'elle avait vécu dans les années 40, quoi. Mais même 30, ouais. 30 et 40. Ouais. Et en fait, ouais, c'est vraiment. C'est assez étonnant de modernité, ouais. Et du Mm. coup. C'est chouette de pouvoir le ressortir dans une nouvelle traduction. Merci, merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou une interrogation, ou si vous voulez rajouter quelque chose, Claude et Emma. Mais dans tous les cas, on vous souhaite vraiment le meilleur départ pour cette rentrée littéraire 2024 qui approche déjà à grands pas, alors qu'on était à peine dans celle de 2023. Mais voilà, tout s'enchaîne très vite. On vous souhaite vraiment de très beaux succès parce que c'est quatre textes et notamment quatre textes plus les piccolos, donc ça fait beaucoup au final. Mais vous ne sortez que deux livres par mois, mine de rien, et vous les défendez corps et âme. Et on vous remercie pour l'amour que vous faites au livre, à l'édition et au texte, à l'amour du texte. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir remplacé Amandine, qu'on embrasse aussi fortement.
et qui nous a manqué aussi ce soir, mais j'espère qu'elle reviendra très vite. Et on vous souhaite vraiment la plus belle des réussites à toutes les deux pour les éditions Liana Levy. Merci. Ouais, merci Et beaucoup. merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir organisé, à toi d'avoir organisé cette super soirée. Ouais, on Donc, espère c'était que vous un n'avez pas plaisir. trop la tête. Oui, c'est ça. On a beaucoup parlé. C'était parfait, vous vous en êtes très bien sortis. Bravo. Merci à toutes Merci les beaucoup. deux et au revoir tout le monde. Et Merci. on se retrouve dimanche pour la dernière rencontre de l'année parce que je suis fatigué. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.